Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Develay. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Lola. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi ce soir. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Fabrice, remontons un tout petit peu la frise du temps. Tu es issu d'une famille de fonctionnaires, tes parents sont professeurs, tu grandis à la campagne à côté de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Enfant, tu es attiré par la nature et les animaux. Déjà épris de liberté, tu rêvais d'être berger, c'est pas très commun? C'est pas commun, effectivement, tout jeune, mais à l'époque, à l'école, tu remplissais des fiches sur ce que faisaient tes parents, ce que tu voulais faire plus tard, et il y avait généralement deux choix. Le premier, c'était berger, le second, c'était pilote de chasse. Donc deux choix relativement opposés, mais des choix affirmés. Et s'il y a peut-être un point commun entre ces deux, c'est que les deux sont relativement seuls dans leur exercice professionnel et ça reste des passions. Donc c'est aussi ce que j'ai voulu faire de ma vie, faire en sorte que ma vie soit le plus passionnée, la plus passionnante possible. À la fin du collège, tu pars en pension où tu termineras ta scolarité dans un lycée agricole. Et pour qu'on comprenne bien pour la suite de ton parcours, à quel point tu n'es pas du genre à baisser les bras, la terminale, c'est une étape un peu compliquée pour toi. C'est une étape très compliquée. Tu as fait référence à mes parents. Il se trouve que j'ai un papa on me disait, vous êtes le fils d'eux, puisque tous les profs connaissaient son nom. Et j'ai fait trois terminales. Une première terminale dans un lycée agricole, la seconde dans un lycée plus classique. Et à l'époque, c'était les bacs D et C. Euh, je l'ai obtenu parce que je me suis mis à travailler. Je pensais qu'on pouvait réussir des études sans travailler. C'était un doux rêve, comme le doux rêve de ne pouvoir pas travailler. Et au final, j'ai réussi après mes études, mais je me suis vite ennuyé en fait dans mes études de droit qui ont suivi. Oui, tu envisages même d'être commissaire de police, mais après un stage au sein d'un commissariat, tu préfères finalement t'orienter vers des études pour devenir huissier de justice. Alors, je sais pas si c'était un vrai choix huissier de justice, mais ouais, je voulais être commissaire de police, ça me plaisait, et puis j'en ai rencontré. J'ai rapidement compris que c'était plus de la gestion administrative que de la gestion policière qu'on peut l'entendre quand on est gamin, ado et jeune adulte. Donc je me suis orienté, je me suis dit, après un passage à l'armée, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'avais un copain qui était avocat, et on s'est dit, tiens, si on avait la chance de pouvoir travailler ensemble, toi avocat, moi huissier, bah, ça pourrait être quelque chose de sympa. Donc j'ai effectivement choisi d'être huissier. Donc ça, c'est des études qui sont assez courtes puisque à l'époque, il fallait une licence en droit, 2 ans de stage et le stage sanctionné par un examen professionnel que j'ai échoué la première fois, que j'ai réussi après m'être remis au travail. Être huissier de justice, c'est pas forcément un métier vocation? Pour ma part, ça ne l'était pas. Pour ma part, ça ne l'était pas. Pour certains peut-être, mais en l'occurrence pour moi, non, ça ne l'était pas. C'était un métier que j'ai fait avec envie, avec aussi passion. Et puis j'en ai fait le tour assez rapidement. J'étais pas non plus forcément le bienvenu dans cette profession où j'ai inventé des choses auxquelles certains n'avaient pas pensé, ce qui m'a permis de générer un certain nombre de clients. Et un client, malheureusement, très souvent, où tu vas le prendre à quelqu'un, la probabilité veut que tu le prennes à quelqu'un, ou alors tu te fais une nouvelle clientèle parce que tu vas créer de nouvelles choses, tu vas inventer de nouvelles choses que je, que j'ai pu faire, comme j'ai le souvenir d'un appel d'offres d'EDF que j'ai gagné au niveau national pour faire des constats où j'ai fait quelque chose de très simple alors que mes confrères, mes concurrents avaient complexifié les choses. Moi, c'était toujours le même prix, que ce soit le jour, la nuit, les jours fériés, puisque
J'ai un hobby, c'est les mathématiques. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes où la probabilité de faire des constats la nuit et les jours fériés était très peu importante. Donc c'est aussi ce qui m'a permis, par exemple, de remporter cet appel d'offres. Il y a une autre chose qui s'appelle les PV de constat. Je ne sais pas si quand vous levez le nez à Paris et ailleurs, vous voyez des panneaux d'affichage indiquant des permis de construire et bah, souvent, quand on me demandait d'y aller, d'aller constater, il était mal posé, c'était mal écrit, c'était pas les bonnes références. Donc bah, là, pareil, j'ai fait un petit processus tout bête où je me suis dit, et je dis à mes clients, ce que vous faites, vous m'envoyez votre numéro de permis et puis je m'occupe du reste. Donc c'est moi qui les faisais afficher au bon endroit, correctement. Donc au lieu de faire 2 passages, on en faisait qu'un. Donc c'était optimiser au maximum et le professionnaliser le plus possible pour faire en sorte de perdre le moins de temps possible à tout le monde, surtout à mes clients. Dans l'imaginaire collectif, un huissier a toujours le mauvais rôle puisque c'est celui qui procède à des saisies, à des expulsions. Ce à quoi on pense un peu moins, c'est que c'est aussi un médiateur puisque l'une des qualités requises, c'est la diplomatie. Il y a plusieurs aspects dans le métier d'huissier, comme dans tous les métiers, il y a plusieurs facettes. Il y a effectivement ce rôle assez combinatoire où on parle de procédure d'exécution, c'est très violent. Et puis, il y a d'autres dimensions où ça va être de la négociation, de la médiation, où on va intervenir sur de la gestion de conflits, on va intervenir sur du recouvrement amiable, où là, il y a pas d'exécution judiciaire, ça va être plus de la médiation pour comprendre des situations et faire en sorte que celui qui doit, le client défaillant, puisse s'acquitter de sa dette de manière la moins douloureuse pour lui et la plus adaptée à sa situation. Donc c'est effectivement ce recouvrement que j'ai initié il y a très longtemps. Est-ce qu'on peut avoir des états d'âme lorsque l'on est huissier? Bien évidemment, on en a tous les jours. On se lève déjà le matin, on sait qu'on va, pardonne-moi Lola, pardonnez-moi, on va aller ennuyer, on va aller emmerder des gens certains n'ont rien demandé, qui se retrouvent dans des situations compliquées. Donc, à minima, faire en sorte que on puisse le soir se coucher en disant, bah, qu'est-ce que j'ai pu mal faire dans la journée, qu'est-ce que j'ai mal fait, certainement un certain nombre de choses, mais quand on aime aussi son métier, on y met du cœur et on fait en sorte de le faire le plus correctement possible, le mieux possible pour tout le monde. En 2001, tu es précurseur, tu mets en place un système de recouvrement prédictif grâce à la data et à l'intelligence artificielle. Explique-nous ce que c'est que l'analyse prédictive au service des impayés. Alors le recouvrement prédictif, moi j'étais parti d'un constat très bête. Je faisais du recouvrement pour des sociétés de crédit à la conso, pour des banques, et il y a ce qu'on appelle un scoring à l'entrée, où on va te dire, on peut vous prêter tant parce que vous avez tel score, parce que vous avez telle situation professionnelle, tel travail. Donc je me suis dit, ça on peut le faire pour le recouvrement au final, c'est aussi du scoring. C'est la notion de risque, elle existe à l'entrée, mais elle existe aussi à la sortie. C'est-à-dire que ce risque, on doit être capable de le mesurer. Quand je dis ce risque, quelle va être la probabilité que ces typologies de créances, ces typologies de clients défaillants, de personnes qui doivent, on puisse en sortir un certain nombre de data. Alors à l'époque 2001, on parlait pas trop de data. Je préfère parler de pattern, de profilage pour au final être capable d'adapter une mécanique de recouvrement, des scénarios de recouvrement, ou pas du tout de scénario, c'est-à-dire que restant un professionnel libéral, j'ai le choix aussi de dire non en le motivant parce que je sais que cette créance ne sera pas recouvrée. Donc, je vais décevoir un client, deux, je vais travailler pour rien. Donc, c'est de cette prédictabilité que j'ai fait aujourd'hui mon métier. Alors l'année 2006 est une année compliquée pour toi. On peut parler Ouf. d'annus horribilis puisque tu es victime de 2 gros accidents. Quand on traverse de telles épreuves, est-ce qu'on remet toute sa vie en question? Et puis de quoi prend-on conscience à ce moment-là? On prend conscience de l'importance de la vie, puisque ouais, j'ai eu 2 accidents en février, en juin. Enfin, en février, je préparais un Dakar où
bon, c'est un accident, c'est des fractures, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et puis celui de juin, où là, ça a été très très sérieux. Je suis passé tout près. Euh, on remet pas sa vie en cause, on va changer de vie. On se dit, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, si je suis toujours là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un signe du destin, on mettra ce qu'on veut derrière, mais il y a quelque chose qui s'est passé, donc je vais faire en sorte d'avoir la vie que je souhaite, la vie dont j'ai envie. Voilà. Donc je dirais pas que c'est une prise de conscience, c'est une autre manière de prendre en main sa vie. C'est de réaliser effectivement, alors dans cette formule, on prend conscience, je ne sais plus quelle est la formule, on prend conscience on sait ce qu'on veut faire quand on a pris conscience qu'on n'a vécu une vie, ou un adage comme ça qui le précise. On se dit, bah ouais, allez, je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire, euh, parce que j'en ai qu'une, quoi, de vie. C'est à cette époque que tu te fais tatouer et que tu appliques qui Odette adipisciture, je vais y arriver, Alors non, qui non, ose non, non, gagne, la non. célèbre devise des SAS. Alors, c'était ma devise, mais je ne l'avais pas encore tatoué. C'est un tatouage que j'ai fait faire à Jérusalem, chez le plus vieux tatoueur du monde, qui effectivement en latin veut dire qui ose gagne. C'est effectivement ma devise. Ça veut dire que tu n'as peur de rien et tu te lances dans Ah tout, non, quitte non, à avoir des non. échecs. Ah bah, des échecs, j'en ai constamment. Je me lance dans un certain nombre d'aventures sans savoir quelle en sera la finalité, mais c'est en prenant des risques aussi qu'on réussit. C'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus difficile. Euh, c'est effectivement ce qui me caractérise aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis un casse-cou, loin de là, un risque-tout, loin de là. Mais j'aime défricher des, des contrées, des endroits professionnels où personne n'était allé. Puisque une chose que j'ai remarqué très vite, c'est que si se lancer dans un projet, si quelqu'un l'avait déjà pensé ou initié, il y avait beaucoup de chances pour qu'il n'aboutisse pas. Donc le mieux est d'aller sur des contrées, des terrains qui sont vierges où personne n'est allé. Donc, par exemple, c'était quoi, en 2013, à la suite d'une lecture dans Courrier International, j'ai pris contact avec des brasseurs libanais. J'étais importateur d'une bière libanaise en Espagne qui n'était pas importée, qui commençait à peine à être importée en France. 961, qui est une bière libanaise tendance et écolo. Alors 961, c'est l'indicatif du Liban. Et qui était super bien marketée en plus. Ouais, qui était bien marketé, ouais, c'était très sympa, ouais. C'est, c'est, c'est ce que j'aime aussi, c'est aller sur des terrains où on n'attend pas forcément une communication classique comme on a l'habitude de l'avoir en l'occurrence pour une bière. En 2017, tu t'associes avec Sébastien Farran, qui est producteur et manager d'artistes français. Ensemble, vous fondez Rush Management. Comment est-ce que tu te retrouves dans l'univers de la musique? Alors, juste une précision, Sébastien n'est pas producteur, Sébastien est manager, j'expliquerai la différence. Comment je me retrouve là? Bah parce que dans mon exercice professionnel, au début des années 2000, j'ai été contacté par la plus grosse boîte de production de spectacles américaine qui venait en Europe, qui vient et qui venait et qui vient toujours en Europe pour me demander entre guillemets, de sécuriser les tournées d'artistes. Donc, à ce titre-là, j'étais le référent d'un certain nombre de productions. Et dans le cadre d'une production, j'ai rencontré Sébastien Farran. On a sympathisé et en 2017, on a décidé effectivement de créer une société de management d'artistes. Sébastien à l'époque était le manager de Johnny. Sébastien a été le dernier manager de Johnny et à ce titre, on a managé la release de son dernier album, enfin, de l'album posthume, pardon, de Johnny Hallyday. Donc c'est encore une expérience
différente de ce que j'avais pu faire précédemment, où j'étais directeur général de cette société de musique où il y a un certain nombre d'artistes comme il y a eu Cassius, il y a Benabar, il y a Bosch, et puis un certain nombre d'artistes en devenir, en développement pour permettre à ces jeunes artistes de développer leur carrière le mieux possible, puisque Roach Management, c'est un environnement à 360 pour les artistes. Alors avec ton look rock'n'roll et tes Santiago, j'imagine que tu colles davantage à cet univers-là. Tu te sens plus à Hum, l'aise? Je peux pas dire que je me sens plus à l'aise, puisqu'à l'époque, j'avais aussi le J-Collect qui venait de commencer. Euh, Bon, c'est quand même un peu plus fun que d'être huissier de justice, non? ça, c'est ouais, c'est plus fun, c'est différent encore une fois. C'est pas les mêmes expériences, mais c'est aussi de mon expérience d'huissier qui m'a permis de faire ce que j'ai fait chez Roche, ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc oui, c'est plus, pardonne-moi, c'est plus vendeur. C'est plus vendeur quand tu travailles dans le monde de la musique, de l'entertainment que dans le droit. Et a fortiori comme huissier. A fortiori comme huissier, voilà. Où l'inconscient collectif fait que l'image de l'huissier, ça reste une image d'Épinal, comment il s'appelle ce film, des Trois Frères, d'un certain nombre de enfin, tous ces, que ce soit d'autres lectures qui sont vecteurs d'une image assez triste et peu aimable de l'huissier. Alors justement, tu parlais de G-Collect. Enfant, tu voulais inventer quelque chose qui n'existait pas. Adulte, tu aimes être précurseur. En octobre 2017, mais tu avais commencé un petit peu avant, en 2001, tu fondes G-Collect pour faire bouger les lignes. Comment est-ce que le projet est né? J-Collect, c'est né de constats où bah, finalement, quand tu es huissier, tu vas avoir des professionnels qui doivent de l'argent parce qu'eux-mêmes, on leur en doit. Donc tu te dis, bah, au final, comment je peux aider ces gens qui doivent de l'argent parce qu'on leur en doit? Donc au départ, J-Collect, ça a été fait pour les oubliés du recouvrement. Donc c'est vraiment de la tech. On est producteur d'algorithmes dans le recouvrement. Euh, on vend de la tech. Et de là est né ce projet avec un associé informatique et puis un associé financier à qui je dois énormément, qui a fait fortune dans les maisons de retraite et qui me suit depuis début 2018 dans cette aventure de start-upper. Donc on lance J-Collect et on se rend compte que assez vite bah, il y a un label dans les fintechs qui s'appelle le label Finance Innovation. On est labellisé Finance Innovation, on devient tiers de confiance du numérique. Et puis l'histoire bah, s'écrit tous les jours, elle continue de s'écrire. Ou des oubliés du recouvrement qu'on a toujours comme client. Bah, on récupère un certain nombre de grands comptes parce que justement de la tech et beaucoup d'éthique. J-Collect invente le recouvrement de nouvelle génération, c'est-à-dire le recouvrement amiable pour le plus grand nombre, plus facile d'usage, plus innovant, plus efficace et moins cher. Pour les personnes qui, comme moi, ne connaissent pas ou ne comprennent rien au recouvrement, est-ce que tu peux nous expliquer avec un cas de figure concret en quoi ça consiste? Ça veut dire que si je dois de l'argent à une entreprise, tu vas trouver une solution qui m'arrange? Alors déjà, quand il y a au niveau de la tech, J-Collect, c'est réservé aux professionnels. C'est-à-dire qu'il faut avoir un numéro sirène pour s'inscrire. Et ces professionnels peuvent déposer des factures sur notre plateforme, euh, que ces factures soient dues par un client à eux professionnel ou un client à eux particulier. Tu prenais l'exemple d'un client particulier euh, qui ne s'est pas acquitté de sa facture, on va lui proposer à l'aide de... là, on rentre dans la technicité bancaire, il y a une norme qui s'appelle la DSP2. On est de ce que la banque avec laquelle nous travaillons nous a dit, on est les premiers aussi à utiliser deux protocoles, un protocole qui s'appelle le PSIP et le PSIP. Le PSIC, PSIP, le PSIC, on est capable de proposer à un client défaillant des modalités de paiement différentes de celles que tout le monde propose aujourd'hui. Donc c'est pas du 4 fois sans frais, adapter on va aller s'adapter à la trésorerie de celui qui doit.
et faire en sorte que la dette puisse être de la manière la plus aisée possible pour mon client qui accepte cette procédure de paiement comme pour le client défaillant, ce d'autant plus dans la période qu'on traverse actuellement, la période Covid où il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en difficulté et c'est aussi par un recouvrement bienveillant, éthique, qu'on pourra sortir peut-être plus rapidement de la crise ou s'y enfoncer un peu le moins possible. Et justement, t'en parles de la crise. En France, on traverse une importante crise économique. Est-ce que la Covid-19 a changé la donne pour le recouvrement? C'est un peu trop tôt pour le dire. Ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que les grands comptes font de plus en plus attention à la gestion de leur poste client. Donc la gestion du poste client, de la facturation jusqu'au recouvrement. Et ils mettent leurs factures. Tu es là, On Fabrice? m'entend là? Tu es là. Ouais, je suis là. Je sais pas ce que problème de réseau, j'imagine. Tu avais Je disparu. suis là, Lola, excuse-moi. Excuse-moi, je ne sais pas où je m'en étais arrêté sur l'effet bénéfique de la Covid sur la transfo digitale des entreprises et notamment la transfo digitale du poste client des entreprises, quelles qu'elles soient. Donc il faut attendre encore un petit peu pour voir si vraiment il y a du changement et que ça a changé la donne. Ouais, ouais, on va attendre. Enfin, on va attendre. Après, certains l'ont compris avant d'autres et sont un peu plus précurseurs, un peu plus innovants. Voilà, c'est toute la difficulté de la transfo numérique chez un certain nombre de grands comptes où les grands comptes sont objectivés sur du court terme. Alors la transfo numérique, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps que du court terme. On parle de moyen ou de long terme, mais à marche forcée, certains y sont venus cette année. Donc la plateforme J-Collect, c'est surtout un outil utile pour les créanciers, en fait, pour les entreprises. C'est exactement ça. C'est un outil, c'est une solution d'usage. Donc vous les accompagnez pas à pas, en fait. On les accompagne pas à pas et c'est d'une utilisation super simple, quoi. L'onboarding est très simple. Quand tu as des milliers de factures, enfin, c'est encore plus simple. On les reçoit, on les traite, on les dispatche. Voilà. On va les dispatcher en fonction de, de data qu'on commence à récupérer auprès de prestataires de recouvrement que sont les sociétés de recouvrement ou les huissiers de justice. Voilà. Alors beaucoup de mes invités parlent de l'importance de la transparence des entreprises à une époque où tout va vite. J-Collect s'engage à agir avec responsabilité et en toute transparence. C'est donc également ton cheval de bataille? Je pense que je suis pas certain que ce soit l'effet Covid. Si on regarde un petit peu, enfin, c'est la conséquence d'un certain nombre de choses. En 2001, alors ça fait 20 ans, hein, il y a eu le scandale pour les plus âgés, il y a eu le scandale, c'était d'Enron, plus grand scandale financier de tous les temps. Ensuite, 2008, la crise des subprimes. Donc il y a un vent qui a commencé à souffler depuis 2001 où on veut le plus de transparence possible, le plus d'éthique possible, tout simplement parce que de ces comportements, on pourrait être amené à faire en sorte que l'économie mondiale soit très affectée. Donc ce besoin d'éthique, c'est effectivement une nécessité et un besoin désormais pour un certain nombre d'entreprises. Et au-delà des entreprises, c'est les acteurs des entreprises, donc les collaborateurs des entreprises qui demandent de plus en plus d'éthique et donc de transparence dans les affaires. Et alors comment ça se traduit ça concrètement chez J-Collect? La transparence, en fait, vous donnez accès à vos chiffres? Alors, alors on donne accès alors je ne sais pas à quel chiffre tu fais référence. Si c'est les chiffres de J-Collect, les chiffres de l'entreprise, non. Puisque si on a fait le choix, nous, depuis le départ, de ne pas publier nos bilans, c'est effectivement qu'on ne souhaite pas publier nos bilans, donc là-dessus, on ne communique pas. Après, c'est sur un certain nombre de chiffres, oui, qu'on communique sur le recouvrement. C'est ceci, je pense, qui intéresse nos clients.
sur notamment le délai de recouvrement d'une facture entre le moment où elle est déposée sur la plateforme et le moment où elle est recouvrée. Il se passe en moyenne 40, enfin, la moyenne est de 41 jours en fonction des typologies de factures. Voilà. Mais je pense que pour revenir à cette notion de transparence, elle est très importante dans la nouvelle génération qui vient aujourd'hui aux affaires, puisqu'on parlait de Enron, c'est 2001, ça a 20 ans. Il y a une génération de quadras qui ont vu leurs parents souffrir de ces crises et qui aujourd'hui se disent effectivement plus de transparence, c'est quelque chose qui est nécessaire. Voilà. Donc en termes de chiffres, je ne sais pas si ce sur quoi tu souhaites m'interroger. Ah non, non, pas forcément sur des chiffres, mais l'importance de la transparence aujourd'hui, toutes les entreprises en parlent. Faut faire plus qu'en parler, quoi. Faut le mettre en œuvre. En parler, c'est bien. Le mettre en œuvre, c'est encore mieux. Enfin, la transparence dans le recouvrement. euh, Moi, je mets au défi le chef d'entreprise classique de comprendre comment les honoraires de recouvrement peuvent, enfin, euh, peuvent être compris par un chef d'entreprise, que ce soit le barème des huissiers de justice, de certaines sociétés de recouvrement. Donc nous, on a fait quelque chose de très très simple. C'est dès l'instant où la première facture est déposée, si tu en as 1000 derrière, il y aura 1000 honoraires. On va te dire, bah voilà, pour cette facture, tu n'as pas d'argent à débourser tant qu'elle n'est pas recouvrée. Et si elle est recouvrée, si elle est encaissée, bah, tu vas payer tant. Voilà, tu paieras que ça. Il n'y a pas des frais cachés, des abonnements, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Donc c'est en ça que, la transparence, elle est aussi elle est de mise. Et tu as également initié un collectif, Smart Recouvrement. Ça signifie quoi exactement? Alors, en novembre 2019, j'ai contacté les meilleures fintechs françaises qui s'occupaient de la gestion du poste client. Et j'ai écrit alors CEO, je pensais que j'allais me faire toller. Et en une demi-journée, tout le monde m'a répondu pour me dire ouais super, on fait le collectif avec toi. Donc ça va, aujourd'hui nous sommes 7. Ça va de la facturation en passant par des solutions de facturation, c'est Factomos, solutions de paiement, c'est Libéo, financement alternatif, c'est Tresoria, des solutions comptables, MyUnisoft. Là, le financement du bon de commande, donc de la matière première pour un client qui s'est vu confier, je sais pas moi, la réfection d'un immeuble avec 100 fenêtres à refaire, ça va être le bois ou le verre. Et le dernier, avant G-Collect, c'est des solutions de relance, c'est Aston, ITF. Donc on est 7 à avoir initié ce collectif. Ce collectif a été porté sur les fonds baptismaux par quelqu'un qui était au début de la room, là, que j'aime beaucoup et que j'admire profondément dans son exercice professionnel, qui s'appelle Ronan Lemoal, qui est l'ancien DG d'Arkea, donc là, d'une banque, et par Joël Durieux, qui était à l'époque directrice générale de Finance Innovation. Donc on a eu un très très bon accueil de ce collectif de FinTech qui promeut une gestion du poste client transparente, éthique, euh, puisque je crois que, j'espère qu'ensuite de la Covid, l'économie de demain sera pour partie une économie d'alliance de plus en plus développée. Et pour pouvoir s'allier, il faut avoir un socle commun, en l'occurrence dans les affaires, des valeurs communes auxquelles on ne déroge pas et autour desquelles on va pouvoir fédérer des actions communes. Voilà. Et quelle est la prochaine étape pour J-Collect? On va continuer d'asseoir le business model en France et puis aller sur des marchés qui sont matures, marchés de recouvrement, pardon, qui sont matures en Belgique, en Italie ou en Espagne, par exemple. Depuis quelques mois, tu accompagnes aussi les entrepreneurs en difficulté au sein des rebondisseurs français.
Alors ça, c'est pas de J-Collect, ouais, ça c'est moi à titre Ça, c'est perso. toi. J'ai deux autres occupations, ouais, où j'ai découvert un club formidable pour les gens qui ont échoué dans leur vie, puisque tout le monde échoue. Et c'est deux, puisque l'échec aux États-Unis est quelque chose qui est. On va vous demander alors, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? En France, on va dire non, j'ai tout réussi. Aux États-Unis, bah voilà, j'ai pas réussi ça, ça et ça. Et c'est de l'échec que naît le rebond. Donc il y a deux entrepreneuses auxquelles je pense, Isabelle Saladin et Claire Flynn, qui sont les fondatrices des Rebondisseurs français. Donc je me suis connecté aux Rebondisseurs français et j'en suis devenu membre et animateur du club Rebond Paris-Île-de-France, où tous les mois on va animer un club. Alors aujourd'hui en distanciel, où on fait venir un intervenant extérieur qui va nous parler de sa pratique professionnelle pour accompagner le mieux possible tous ces entrepreneurs qui veulent et qui passent à autre chose avec les rebondisseurs français. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est un côté un peu plus politique, dans le sens s'investir pour les autres dans la cité, où je suis le secrétaire général d'une fédération qui s'appelle la FTPE, la Fédération des très petites entreprises, dont la présidente, encore une présidente, et Viviane Chen-Ribeiro, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancienne patronne du groupe Talentia. Voilà. Donc à ce titre, bah, on peut aller à Bercy faire valoir un certain nombre de positions sur comment accompagner le mieux possible les TPE. Les TPE, c'est 97% du tissu économique français, des entrepreneurs. Donc c'est quelque chose de considérable. C'est 2,5 millions d'entreprises, que ce soit des entreprises à une personne jusqu'à 10 personnes. Voilà. Donc c'est aussi de donner son temps. Alors, que ce soit les rebondisseurs comme la FTPE, c'est du bénévolat à 200%, mais c'est aussi ce qui permet de tendre la main à ceux qui sont pas toujours, qui connaissent des difficultés. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est pouvoir aider les autres. Fabrice, notre entretien arrive à sa fin. Le temps de laisser aux personnes qui sont dans l'audience le temps et la possibilité de lever la main pour monter on stage et te poser des questions. On parlait des rebondisseurs français. Est-ce que tu as quelques tips pour bien rebondir après un échec, toi dont la devise est qui ose gagne? Qui ose gagne ou Darwin. Je peux pas, il n'y a pas de solution. Déjà, c'est par la parole. Donc en face, il faut avoir quelqu'un qui écoute, quelqu'un que tu connais, et que j'aime beaucoup, qui s'appelle David. Corona dit si on a deux oreilles, c'est pour écouter deux fois plus, puisqu'on n'a qu'une bouche, qu'une langue. Euh, donc c'est se tourner vers des gens qui font aussi de l'humanité, ou de l'humanisme, pardon, une valeur. Euh, donc c'est de ne pas rester seul, c'est parler de ses problèmes, de ne pas rester seul, et on trouvera forcément une solution ou des, des personnalités, des individus, des sociétés qui seront là pour aider les autres. Donc oui, face à l'échec, c'est pouvoir en parler, c'est pas facile, parce qu'il y a une dimension psychologique et gothique aussi assez importante, mais c'est de parler de, et de ne pas en avoir honte. Il n'y a pas de honte à échouer, il n'y en a aucune. Au même titre qu'il n'y a pas de honte à devoir de l'argent. Ben oui, totalement. Et justement, est-ce que tu penses, on parlait du fait que le métier d'huissier était aussi, et dans le recouvrement, il y avait beaucoup de médiation. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à imposer la bienveillance dans l'univers du recouvrement? Je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais faire en sorte de le faire, enfin de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, si on a fait une belle analyse, une grosse analyse de ce dont étaient en attente les entrepreneurs, c'est après les solutions IT. Donc nous, c'est ce qu'on propose, c'est l'éthique, c'est faire en sorte que le recouvrement soit pas ce qui va abîmer la relation client, puisque c'est très très facile de l'abîmer et c'est beaucoup plus facile de la conserver. Donc faire en sorte qu'un recouvrement soit
le plus possible éthique, c'est le gage de préserver sa relation client autant que possible. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Fabrice, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais te remercier de ce que tu fais, des interviews voilà, que tu fais, te remercier d'avoir pensé à moi et te faire entendre des voix qui peuvent être dissonantes et pas dans le concert de la pensée unique ou voilà, c'est comme ça marche que pour les algorithmes. Et tu peux toujours modifier des paramètres dans un algorithme. Pour nous, les êtres humains doués de conscience, animés d'une conscience, enfin, c'est quelque chose qui marche pas avec moi, m'entendre dire bah c'est comme ça, non, ça marche pas. Non, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça pour vous, mais ça sera différemment pour moi. Et si je peux faire en sorte que ce soit différemment pour moi, ça peut l'être pour d'autres. Donc, montrer la voie aussi, c'est quelque chose qui est, qui est important pour moi. Il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres chemins que celui dans lequel on a décidé de, dans lequel vous devriez aller. Voilà. Il y a d'autres pas. C'est tout ce qui est, c'est l'intérêt aussi de ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup Fabrice. Merci Mais de je t'en m'avoir prie. consacré du temps. Merci à tous d'avoir été Merci du temps présents. que tu m'as consacré. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage autour de vous. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club, juste à côté de la petite maison, ou dans ma bio. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire au club. Quant à nous, on se retrouve demain à 21h. Je recevrai Michel Poulard qui incarne l'optimisme et la bonne humeur sur Clubhouse. Il nous expliquera comment transformer nos pépins en pépites. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Lola.